Bon, justement, pour évaluer, entre autres, les impacts sur le Canada de ce nouveau Congrès américain, je retrouve Raphaël Jacob, qui est spécialiste de la politique américaine. Bonsoir, Raphaël. Bonsoir. Les démocrates prennent donc le contrôle de la Chambre des représentants. L'accord de libre-échange États-Unis, Mexique, Canada, qui a été conclu à la fin du mois de septembre, n'est pas encore ratifié par le Congrès américain. Est-ce que ça pourrait compliquer sa ratification? Potentiellement, mais là, on parle vraiment en termes théoriques, parce que c'est sûr qu'avec la nouvelle majorité à la Chambre des représentants, les démocrates ont une espèce d'arme de négociation potentielle, encore une fois, avec le président Trump. Ils pourraient, encore une fois, dans un monde théorique, dire, écoutez, on veut telle chose en accord de nos votes pour ratifier l'accord en question. Mais c'est vraiment théorique au risque de me répéter. En pratique, la grande majorité des élus démocrates et républicains veulent d'un accord 2.0 avec le Canada et le Mexique. Ça serait, et la pression va être absolument gigantesque sur les élus des deux partis pour que ça soit ratifié le plus rapidement possible, presque dès que c'est présenté au Congrès dans quelques semaines. Donc, ça serait surprenant que dans la pratique, les démocrates utilisent vraiment ça de façon très intense, très agressive comme arme de négociation. Des armes de négociation, ils vont en avoir plusieurs autres à leur disposition avec justement cette nouvelle majorité-là. Et concernant les fameux tarifs douaniers de 25 sur l'acier, de 10 sur l'aluminium canadien qui ont été imposés par le président Trump, qui le sont depuis le mois de juin dernier, et qui ne font pas partie de l'accord États-Unis, Mexique, Canada, est-ce que ça pourrait avoir un impact? Encore une fois, potentiellement, mais je dirais encore moins que dans le cas de l'ALENA parce que le Congrès n'a pas vraiment son mot à dire là-dessus. Le président, c'est assez clair qu'il a le pouvoir, que ce soit Donald Trump, que ce soit Barack Obama, que ce soit George W. Bush, peu importe qui est en fonction, le président a le pouvoir constitutionnel d'imposer le genre de tarif que Donald Trump a imposé. Contrairement à bien des choses que Donald Trump a essayé de faire ou a promis de faire qui clairement dépassent son pouvoir constitutionnel, là, dans ce cas-ci, en ce qui a trait à ces tarifs spécifiques-là, le Congrès est très limité dans son pouvoir réel de contrer le président. Et d'ailleurs, vous aviez plusieurs élus républicains à la Chambre et au Sénat qui étaient farouchement opposés à ces tarifs-là et qui ne pouvaient rien faire concrètement parce qu'encore une fois, ils avaient les mains liées. Donc, ce n'est pas la passation des pouvoirs entre un parti et un autre au Congrès, à la Chambre des représentants en l'occurrence, qui va vraiment changer ça de façon directe. Donc, ce serait étonnant qu'il y aurait un impact. Maintenant, du point de vue de politique intérieure aux États-Unis, la Chambre des représentants qui est contrôlée par les démocrates, le Sénat, on le sait, on reste aux mains des républicains. Le président Trump a dit aujourd'hui qu'il est prêt à collaborer avec les démocrates, mais à certaines conditions, notamment à condition qu'on ne déclenche pas d'enquête sur sa présidence ni sur ses finances personnelles. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça, Raphaël? Bien, personnellement, j'ai de la misère à entendre une telle réplique sans avoir le sourire parce qu'il y a quelque chose d'absolument ridicule là-dedans. Évidemment qu'il va y avoir des enquêtes. C'est, écoutez, poser une condition qui, évidemment, ne sera pas respectée. Donc, de la collaboration entre l'administration Trump et le nouveau Congrès, la nouvelle Chambre démocrate, misez pas trop d'argent là-dessus. Mais une fois que ça s'est dit, c'est quand même assez remarquable parce que, d'un point de vue strictement, encore une fois, théorique, idéologique, il y en a des atomes crochus entre Donald Trump et les démocrates. En fait, on le sait très bien, Donald Trump a dans son ADN depuis des décennies presque autant, sinon plus, de démocrates en lui que de républicains. Et pourtant, ça va presque assurément bloquer et de façon presque totale au niveau législatif pour les 2 prochaines années parce que de part et d'autre, on ne veut tout simplement pas collaborer ensemble. Ne serait-ce que sur le plan des infrastructures, c'est assez remarquable parce qu'encore une fois, il y aurait en principe un terrain d'entente qui pourrait être atteint entre le président Trump et les démocrates du Congrès. Mais au final, du côté démocrate, on ne veut pas donner de victoire politique au président Trump. Et du côté du président, on s'est montré très hésitant à vraiment tendre de façon réelle la main, la perche vers les démocrates. Donc, ça serait absolument stupéfiant qu'il y ait de la coopération sur des enjeux politiques contentieux majeurs qui mènent à des percées réelles. Parce que le programme du président Trump, évidemment, aux États-Unis, n'est pas encore complété. Le mur avec le Mexique, par exemple, n'est pas encore construit. Est-ce que, selon ce que vous nous dites, donc, on doit s'attendre, maintenant que le Congrès est divisé, que ça fasse dérailler l'agenda du président Trump? Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de nous dire? En fait, ce que je vous dirais, c'est que son agenda, son programme législatif était déjà largement déraillé avant même la défaite de son parti d'hier. Et l'exemple du mur, c'est intéressant que vous le mentionniez parce qu'on a beaucoup entendu ça dans les médias. À l'effet de quoi, là, la victoire démocrate fait en sorte qu'il n'y aura pas de mur.
La réalité, c'est qu'il n'allait pas avoir de mur de toute façon. Les élus de son propre parti ne voulaient pas le financer, le mur. Et contrairement à la promesse, disons-le franchement, là, complètement absurde de sa campagne électorale à l'effet de quoi le Mexique allait payer pour, ça non plus, ça ne va pas arriver. Donc, l'impact législatif de la victoire démocrate à la Chambre des représentants est somme toute assez limité. C'est pas comme si vous aviez plusieurs gros dossiers législatifs sur lesquels Donald Trump pouvait vraiment espérer de façon réaliste faire des percées importantes avec des majorités républicaines au courant des 2 prochaines années. Les dossiers qu'il pouvait vraiment pousser, il les a déjà poussés, et je pense notamment à la réforme fiscale. Au-delà de cela, je dirais que le programme s'annonçait très, très maigre, très mince. L'impact, pour moi, de la victoire démocrate, c'est vraiment plus la question du pouvoir d'enquête. C'est vraiment là que les démocrates vont pouvoir potentiellement faire mal au président, à son équipe, aux républicains, beaucoup plus qu'au niveau législatif, parce que le fait de bloquer l'agenda du président, ça aurait été, je dirais, beaucoup plus dommageable pour lui s'il n'avait pas déjà été bloqué en premier lieu, là. Oui, il faudra voir effectivement si on lui impose de déposer ces fameuses déclarations de revenus. Si on regarde les batailles qui ont été très suivies lors de ces élections de mi-mandat, hier, Beto O'Rourke, on sait au Texas, qui a failli l'emporter contre Ted Cruz. Au Sénat, Andrew Gillum en Floride, qui a vraiment chauffé son adversaire républicain. Est-ce qu'on a vu hier se faufiler des candidats potentiels du côté démocrate en vue de la présidentielle de 2020? Il faudra voir. Je vous dirais par contre que pour ce qui est des vedettes potentielles démocrates, des vedettes nationales potentielles démocrates qui auraient pu émerger hier, il y a vraiment eu un sentiment de déception très, très profond du côté démocrate parce que M. O'Rourke, M. Gillum en Floride, Mme Abrams également en Georgie, qui avaient tous été présentés comme des espoirs majeurs, ont tous, sans exception, mordu la poussière. Dans le cas de M. O'Rourke, c'était pas très surprenant. C'était presque inévitable, en fait, qu'il allait perdre contre Ted Cruz au Texas. Par contre, dans le cas, surtout d'Andrew Gillum, il y a vraiment quelque chose de surprenant. Les sondages le mettaient presque universellement gagnant et c'est une défaite qui fait très, très mal aux démocrates parce que non seulement on perd un siège de gouverneur qu'on pensait pouvoir récupérer en Floride pour la première fois en plus de 20 ans, mais en plus de ça, c'est vraiment une belle opportunité qu'on laisse filer de voir émerger une vedette nationale potentielle, en l'occurrence M. Gillum. Il nous reste quelques secondes, et j'insiste, Raphaël, quelques secondes. Est-ce que les résultats d'hier mettent la table à ce à quoi on peut s'attendre en 2020? Oui, dans la mesure où ça va conforter le président dans son approche et évidemment, ça va gonfler les démocrates aussi de leur côté à la Chambre. Donc, vous allez avoir assurément un climat de très haute tension et de confrontation pour les deux prochaines années. Donc, on replonge tout de suite en mode électoral, mais là, c'est pas pour des élections de mi-mandat, c'est pour des élections présidentielles. Ça va être très chaud et ça va être très acrimonieux au courant des 2 prochaines années, assurément. Plus ça change, plus c'est pareil. Merci beaucoup, Raphaël. Merci. Bye-bye. Bonne soirée. Merci.